Si par contre on peut mettre au point une situation dans laquelle un état mental va être observable par différentes méthodes, mais que le sujet ne sera pas capable de le rapporter, eh bien on va considérer qu'il sera non conscient, qu'il sera inconscient. Et dans l'usage que je vais utiliser, l'usage que je vais faire de ces termes au cours de cette conférence, les termes non conscient et inconscient seront absolument synonymes. Ils ne seront pas empreints d'a priori, par exemple, psychanalytique sur distinguer le préconscient de l'inconscient. Ça, on pourra en discuter si vous voulez. Mais c'est donc dans ma définition là, d'aujourd'hui, c'est une définition très opératoire. La conscience, c'est clair, c'est le rapport conscient. Et tout ce qui échappe à ce rapport, on va le qualifier de non conscient, ce qu'on peut appeler un inconscient descriptif. Et Freud lui-même, dans ses premiers écrits, commençait comme ça, en posant cette définition très opératoire, très descriptive. Alors là aussi, la rapportabilité, on peut en parler longtemps, mais donc elle n'est pas nécessairement liée au langage. On peut l'observer chez des sujets qui ne parlent pas, on peut l'observer chez des primates non humains dans des formes élémentaires. Donc cette notion de rapportabilité, on pourra, si vous voulez, en débattre. Alors une fois qu'on a ce critère du rapport conscient, on est armé pour pouvoir commencer cette enquête. Alors je vais vous demander de voir ce petit film. J'espère qu'il passera normalement. Il passera. Ce que vous allez voir sur cet écran, en fait, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un sujet sain qui est en train de lire un mot. Donc il y a un mot qui est présenté sur l'écran, le mot conscience ou le mot banane ou ce que vous voulez. Vous lisez le mot et voilà ce qui se passe dans votre hémisphère gauche, l'hémisphère spécialisé dans le traitement du langage chez la plupart des individus. Voilà ce qui va se passer dans la première demi-seconde. Donc les 500 premières millisecondes, les 5 dixièmes de seconde qui vont permettre de fournir une perception consciente du mot. Alors je vous montre ce petit film une première fois. Hop, si ça marche, voilà. Alors je vais vous le remontrer plusieurs fois parce que c'est un peu... Alors si vous n'êtes pas encore féru d'anatomie cérébrale, ça c'est l'arrière du cerveau, ça c'est l'avant. Ça c'est le lobe occipital, lobe temporal, lobe frontal, lobe pariétal. Et les régions visuelles primaires, donc là où arrive l'information visuelle à partir des rétines, c'est là. C'est le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau. On l'appelle le cortex occipital, il y a l'occiput. Eh bien, évidemment, un mot qui est présenté sur un écran, ça commence par activer l'arrière du cerveau, vers 80 millisecondes, une dixième de seconde à peu près. Mais vers 150-200 millisecondes, tout le lobe temporal gauche est enflammé par le mot, donc est activé, traite le mot. Les régions ensuite vers 300 millisecondes, les régions 250-300 millisecondes, les régions qui sont ici, qui sont l'aire de Broca dont je vous parlais tout à l'heure, donc une région qui est importante pour programmer la prononciation d'un mot, eh bien elle s'active de manière automatique, même si vous ne lisez pas à voix haute. Elle s'active, ça la psychologie cognitive de la lecture nous l'avait montré depuis longtemps. Et puis vous voyez qu'à partir de 300 millisecondes, il y a des va-et-vient, il y a de la circulation, il y a un pattern assez complexe. Donc l'enjeu de cette conférence ce soir, c'est que lorsqu'on va s'intéresser à ce petit film, on va essayer de voir ce qui dans ce film correspond à des traitements inconscients et ce qui correspond à un traitement conscient. Et j'espère qu'on aura une réponse suffisamment claire à la fin de cette présentation. Alors par où on va maintenant vraiment avancer ? On va s'intéresser, je vous le disais, à une modalité qui est la vision, la conscience visuelle, et donc l'inconscient visuel, perceptif. Mais vous allez voir qu'au fil de cette exploration visuelle, on va tomber sur des phénomènes dont la généralité dépasse la vision, pour l'inconscient et pour la conscience également. Alors on commence enfin une dernière étape un petit peu théorique, ou théorique en tout cas presque philosophique. J'aime bien utiliser cette représentation de Magritte pour en parler. C'est que, en fait, il nous faut passer par Kant, en tout cas par ce qu'on peut digérer de Kant en neurosciences cognitives de manière élémentaire, avec la réflexion suivante, qui paraît triviale, mais qui pour nous est fondamentale. Une fois de plus, je vous présente le verre. Vous percevez le verre, vous prenez conscience du verre. On dit par abus de langage, vous avez conscience du verre. Mais en fait, quand vous prenez conscience du verre, ce n'est évidemment pas du verre dont vous prenez conscience. Le verre est un objet en plastique qui est dans ma main. À aucun moment, il a gagné votre cerveau ou aucune de vos régions cérébrales. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne prenez pas conscience du verre, vous prenez conscience d'une représentation que votre cerveau-esprit construit du verre. Et ça, c'est très différent. Et j'utilise Magritte parce que dans la trahison des images, dans ceci n'est pas une pipe, c'est ça. Ceci n'est pas une pipe, c'est une représentation d'une pipe. C'est pas la même chose. Et de la même façon, une fois qu'on voit les choses comme ça, c'est-à-dire qu'entre le réel, entre les noumènes et les phénomènes, on met la couche des représentations, eh bien, on a un programme empirique extrêmement simple. On prend un cerveau, on va faire l'inventaire de toutes les régions du cerveau qui vont construire des représentations visuelles du monde, et pour chacune de ces régions ou de ces réseaux, on va se poser la question suivante. Lorsque je prends conscience du verre, est-ce que je prends conscience de la représentation du verre qui est construite ici, 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 ici ou ici? Autrement dit, qu'est-ce qui participe au flux de ma conscience? Quelle est la source
qui alimente le flux de ma conscience perceptive de sujet. Et cette approche-là va nous permettre, vous allez voir, de mettre en évidence, de découvrir un nombre assez important de phénomènes inconscients. Alors je pense qu'il est temps maintenant de plonger dans du pratique, dans du pragmatique, et on va s'intéresser à un premier malade neurologique. Un malade neurologique, alors peut-être juste avant, excusez-moi, juste un mot sur ce schéma. On va le voir plusieurs fois, c'est pas un schéma extrêmement complexe, c'est un schéma au contraire très simplifié, mais il est très intelligible. Alors la rétine est là. Donc la rétine, c'est vraiment l'organe primitif qui est frappé par les photons, par la lumière. Et puis à partir de la rétine, il y a des voies nerveuses qui vont stimuler une région qu'on appelle le thalamus, qui est un noyau gris profond. Le thalamus, une région visuelle qu'on appelle le thalamus visuel. Il a un nom jargonnant comme tout le temps, le corps genouillé latéral exactement. Et puis à partir de ce noyau profond, il y a d'autres projections nerveuses qui vont projeter l'information vers ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'occiput, le cortex occipital. On appelle ça le cortex visuel primaire. Et puis là, à partir de là, il faut apprendre la chose suivante, c'est que la vision dans le cerveau, ça commence dans les régions visuelles primaires, mais ce n'est que le début de l'histoire de la vision. À partir de cette région, l'information visuelle va être transmise, va être propagée à une vingtaine de régions cérébrales. Donc c'est très compliqué avec des circulations d'informations très complexes. Mais ce que l'on peut réduire, c'est qu'en réalité, cette vingtaine de régions cérébrales différentes s'organisent en deux voies qui sont relativement parallèles, même s'il y a des points de communication, vous imaginez bien, mais un premier aspect comme ce soir, on peut les considérer comme deux voies relativement parallèles qui vont communiquer. Une voie qu'on appelle la voie ventrale, ventral stream ici, qui va en fait du cortex occipital vers la face inférieure du lobe temporal, c'est ce que vous voyez fléché ici, et puis une voie dorsale qui va monter vers le lobe pariétal. Et vous allez voir que ces deux voies-là font des choses très différentes, et on va voir en quel point de vue elles jouent ou pas un rôle dans la conscience et dans le non-conscient visuel. Alors on commence avec un premier malade, et ce premier malade, à la limite, c'est assez simple. Il a une lésion qui détruit ici son cortex visuel primaire dans un hémisphère. Il a un hémisphère qui est endommagé, je vais vous montrer une image, une IRM, et donc suite à cette lésion cérébrale, c'est un patient britannique, monsieur GY, ce sont ses initiales, il a en fait ce qu'on appelle une forme de cécité partielle visuelle, une cécité corticale. Donc il y a une région du champ visuel où il ne voit plus. Il n'a pas conscience de voir des objets, il ne voit plus, il a perdu la vision dans une région du champ visuel. S'il avait une destruction de tout le cortex occipital, il aurait une cécité corticale, il ne verrait rien du tout. Là, il va perdre la vision dans une seule partie du champ visuel. Et évidemment, à partir du petit schéma que je vous ai montré, si on a une lésion qui détruit cette région-là, eh bien cette région-là, qui ne fonctionne pas, ne va pas pouvoir envoyer d'informations ni à la voie ventrale ni à la voie dorsale. Autrement dit, avec ce malade, on va pouvoir voir ce qui se passe lorsqu'on lui présente une information dans une région aveugle du champ visuel et que les seules régions qui peuvent traiter encore l'information dans son cerveau sont ces régions dont je ne vous ai pas encore parlé, le thalamus, mais surtout un court-circuit qu'on va bientôt revoir en détail qui s'appelle le circuit colliculaire. Donc c'est un nom un petit peu particulier, le colliculus supérieur, qu'on appelait avant le tubercule quadrijumeau, qui est un vieux système, très ancien phylogénétiquement, qui traite, et très simple en fait en termes d'architecture, qui traite également d'informations visuelles, mais de manière plus simple que le cortex. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce patient? Voilà son IRM, l'avant, l'arrière, ses oreilles, et vous voyez en fait sur une coupe comme ça qui est faite à travers l'épaisseur de son cortex, vous voyez qu'il y a une région en noir ici, un hyposignal, on appelle ça un hyposignal noir, alors qu'en face c'est bien grisé. Ça c'est l'hémisphère droit qui a un cortex tout à fait normal, mais vous voyez qu'ici il manque quelque chose. Ce noir en fait c'est cette lésion qu'il a eue en fait dans l'enfance, qui a détruit une partie du cortex, donc le cortex visuel primaire de l'hémisphère gauche. Autrement dit, ce malade, quand vous lui présentez un stimulus qui vient sur le côté droit, parce que les voies visuelles sont croisées, c'est pas essentiel pour aujourd'hui mais je vous le rappelle, eh bien lorsqu'on présente un stimulus visuel à droite, dans le champ visuel droit, le patient a ce qu'on appelle un scotome hémianopsique, ça veut dire il ne voit pas, en tout cas il ne voit pas consciemment ce qui se passe dans cette région de l'espace. Alors ce dont je vous parle, c'est connu vraiment depuis la nuit des temps, on peut dire en neurologie, depuis plus d'un siècle, on connaît ce résultat sur la vision. Ce qui va changer, c'est que dans les années 70, on va découvrir un phénomène assez extraordinaire que le psychologue Weisskranz appelle le blind sight, pour un oxymore pour souligner la vision aveugle. Qu'est-ce que l'on fait? On présente à ce malade des visages. Donc à chaque essai de l'expérience, on va lui présenter un visage. Un visage qu'on va lui présenter notamment, ce qui est intéressant, dans la région aveugle de son champ visuel. Et on va commencer par recueillir, n'oubliez pas notre technique, notre méthode, recueillir son rapport conscient. Monsieur, dites-nous ce dont vous avez conscience. Rapportez-nous le contenu de votre conscience. Et le patient